Quelques points d'actualité, notamment la troisième tripartite entre le Rwanda, la RDC et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui vient de se terminer à Kigali. Les problèmes des 16 étudiants rwandais qui viennent d'être réfugiés politiques en Ouganda pour avoir refusé l'état du déploiement de la brigade d'intervention. Le rapport d'Amnesty International sur à Jalandhar dans le Pendjab indien avec des jeunes étudiants congolais. Enfin, la question des abus sexuels reprochés à un haut responsable de la Cour pénale internationale dans notre pays. En ce qui concerne la troisième tripartite, Rwanda, RDC, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est le 20 et le 21 juin dernier que se sont tenues à Kigali cette tripartite entre nos deux pays et les Nations Unies pour parler de la question des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Elle avait pour ordre du jour l'examen de la question des réfugiés à 10 jours de l'entrée en vigueur d'une clause de cessation de statut des réfugiés qui avait été sollicitée par la République du Rwanda. Vous le savez, c'est depuis 2011 que le gouvernement rwandais avait annoncé sa décision de mettre en œuvre 2 ans plus tard, c'est-à-dire au 30 juin 2013, la clause de cessation du statut de réfugié pour ses ressortissants où qu'ils se trouvent. Ici, nous parlons de ceux qui sont en République démocratique du Congo. Comme l'a fait savoir clairement notre ministre de l'Intérieur qui a conduit la délégation congolaise à ses assises, pour la République démocratique du Congo, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais sollicitée par le gouvernement de Kigali ne peut pas être appliquée en République démocratique du Congo en l'état actuel de la situation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo estime qu'il doit réitérer la position qui avait été exprimée à Pretoria il y a quelques semaines, considérant que l'application de cette clause serait totalement inopérante au regard des effets qui sont recherchés. Cette clause ne porte pas en effet de solution durable aux multiples problèmes qui sont vécus aussi bien par les réfugiés rwandais en RDC que par la République démocratique du Congo lui-même, pays d'accueil du fait de la présence de ces réfugiés rwandais. Si Kigali appliquait cette clause au 30 juin 2013, il sera donc considéré qu'il n'y a plus de citoyens rwandais ayant un statut de réfugié dans notre pays. Tous nous savons que ce serait une fiction aussi irréelle que dangereuse. Cette disposition doit être pour nous, si jamais il soit mis en œuvre, accompagnée de mesures concrètes qui organisent pour les réfugiés des campagnes intenses d'information sur la clause de cessation et ses conséquences. Elle devrait aussi être renforcée par toutes des activités préalables pour passer d'un rapatriement forcé ou facilité à un rapatriement volontaire des 10 réfugiés. En plus, la commission tripartite, c'est-à-dire nos deux pays, et le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies devra programmer la réunion du groupe technique en vue d'élaborer un plan bien détaillé des opérations de rapatriement qui respectent et la dignité et la sécurité des réfugiés. Il ne faut pas perdre de vue que pour le cas congolais, nous parlons de 127 000 réfugiés rwandais qui vivent actuellement sur le territoire de notre pays. Nous sommes heureux de constater, au terme de la tripartite qui vient de s'achever à Kigali, qu'un consensus s'est dégagé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à ce sujet. Espérons que ce soit là le début d'une accalmie dans la région des Grands Lacs. Ce n'est malheureusement pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, parce que vous avez appris, et nous entrons dans le deuxième sujet, que 16 étudiants rwandais ont sollicité et viennent d'obtenir l'asile politique en Ouganda. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré être victimes du harcèlement de la part des autorités de leur pays pour avoir refusé de se joindre aux forces négatives congolaises des M23. Ce fait, mesdames, messieurs, nous révèle qu'il n'y a plus le moindre doute possible, pour ceux qui en avaient encore, sur les vraies origines de la guerre que subit la République démocratique du Congo à l'est de son territoire. Il est ainsi, une fois de plus, attesté que c'est bien dans le territoire du Rwanda voisin que se trouve la main qui arme et qui soutient les criminels du M23. La nouveauté dans cette information, c'est que les commanditaires de la guerre contre la République démocratique du Congo se permettent maintenant de contraindre de jeunes étudiants rwandais à rejoindre les forces négatives après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba qui engageait pourtant tous les gouvernements des pays de la région à contribuer efficacement à la paix et à la stabilisation de notre région. Ces étudiants rwandais, dont 14 jeunes hommes et 2 filles, qui se sont enfuis de leur pays le 3 juin dernier, ont expliqué que la raison de leur fuite était d'échapper au harcèlement de leurs autorités nationales qui les persécutent pour n'avoir pas adhéré à un programme dénommé conscientisation politique à Butare. Ils ont, pour leur part, constaté que les participants à ce programme avaient en réalité été forcés de traverser la frontière avec le Congo pour aller se battre dans les rangs du M23. Beaucoup d'entre eux y ont perdu la vie. L'un de ces jeunes gens, aujourd'hui réfugié en Ouganda, le nommé Mugisha, a même affirmé qu'ils avaient imploré les autorités de leur pays pour que leur soit épargné cet enrôlement forcé, mais sans succès. Raison pour laquelle ils refusent de rentrer au Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore et condamne cette violation flagrante de l'accord cadre d'Addis Abeba qui entretient ainsi les conditions de la poursuite de la rupture de la paix dans la région des Grands Lacs. Cette rupture de la paix, vous le savez, a entraîné le déploiement par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une brigade d'intervention placée sous le drapeau de la MONUSCO. Le gouvernement se félicite à ce jour du déploiement progressif et constant de la brigade d'intervention des Nations Unies à Goma et dans les environs du chef-lieu de la province du Nord Kivu. À ce jour, la totalité des éléments tanzaniens et la grande majorité des éléments sud-africains composant cette brigade sont déjà sur place à Goma avec matériel et équipement. Plus de 2000 unités sont donc sur terrain sur les 3000 que nous attendons. Les éléments malawites de la brigade sont attendus dans moins d'une semaine. C'est presque superflu de le dire au regard de l'enthousiasme qui accompagne l'arrivée de ces éléments de la brigade d'intervention, mais le gouvernement a le devoir d'appeler au soutien de toutes les Congolaises et de tous les Congolais à cette brigade internationale de la MONUSCO ainsi qu'aux forces armées de la République démocratique du Congo en tout ce qui est susceptible de leur permettre le meilleur accomplissement possible de leur mission. Il est constaté, peut-être est-ce en relation avec ce déploiement de la brigade internationale, il est constaté ces derniers temps une forte augmentation du nombre de redditions
des membres des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, qu'il s'agisse des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, des forces combattantes à Bachunguzi Foka, du mouvement du M23, ainsi que de divers groupes Maïmaï, notamment les Patriotes Résistants Maïmaï, PRM, et de l'UPSP-FPC. Le gouvernement de la République salue cette augmentation des redditions dans les rangs des forces qui sont ciblées par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a créé la brigade d'intervention de la MONUSCO. Nous continuons d'encourager vivement tous ceux de nos compatriotes qui traînent encore les pieds parmi les forces négatives, d'en sortir aussi vite que possible, aussi vite qu'ils le peuvent. Car si la brigade d'intervention peut se limiter à dissuader les forces négatives de persévérer sur la voie qu'elles sont choisies, nous aurons beaucoup gagné, notamment par rapport à ce prix en vies humaines que nous voulons le plus bas possible. L'objectif du gouvernement à cet égard n'est pas d'aller en guerre, contrairement à certaines allégations répandues par quelques forces négatives. L'option du gouvernement, qui a été dictée par le chef de l'État, demeure une option triptyque. Le premier axe est politique, le deuxième est diplomatique et le troisième est militaire, au cas où les axes politiques et diplomatiques s'avéraient inopérants. Mesdames, Messieurs, un rapport publié le 19 juin 2013 par Amnesty International épingle des violations des droits de l'homme dans les mines congolaises et fait état d'atteintes graves aux droits humains dans les compagnies minières essentiellement chinoises qui opèrent en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Katanga. Il est affirmé dans ce rapport que les creuseurs, c'est le vocable qui désigne habituellement les opérateurs miniers artisanaux, que ces opérateurs seraient maltraités, mal payés, soumis à des règles iniques. Le rapport fustige en outre des expulsions forcées qui sont prohibées par le droit international et l'imposition de conditions de travail extrêmement dangereuses, constituant des formes d'exploitation, voire d'esclavage. Notamment que de nombreux mineurs travaillent les mains nues, que des dizaines de milliers d'enfants sont employés en raison de leur petite taille dans des galeries mal aérées qui s'enfoncent parfois à plus de 100 mètres sous le sol, et le rapport souligne que les creuseurs artisanaux sont gravement exploités à la fois par les responsables des pouvoirs publics congolais et les acteurs privés qui contrôlent les sites miniers, essentiellement les Chinois. Des containers seraient transformés en cachots où les mineurs sont enfermés plusieurs jours quand ils enfreignent les règles. On parle d'accidents, de glissements de terrain, de meurtres. Et le comble, selon Amnesty International, c'est que les mineurs artisanaux sont obligés de passer par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires qui sous-payent le produit de leur travail, alors que dans un comptoir de vente, la teneur du minerai est estimée à 18%. Les acheteurs, notamment les marchands chinois, ne payent que pour une teneur de 4%. Et d'après le rapport, les autorités congolaises ne feraient rien pour empêcher les compagnies minières et les marchands chinois de bafouer les droits fondamentaux de la personne. Pire, elles auraient, les autorités congolaises, elles-mêmes commis des violations de ces droits avant de faciliter des opérations d'extraction. La première chose à dire à cet égard est que le gouvernement congolais prend très au sérieux la gravité de ces allégations, dont il prend acte, et qu'il est fortement préoccupé par la situation des mineurs telle qu'elle ressort de ce rapport. Il faut toutefois
relativiser. Parce que, en confrontant les informations relayées ainsi par Amnesty International avec la réalité que nous observons quotidiennement sur le terrain, on est frappé par le caractère excessif de ces accusations. Sur l'intervention du gouvernement congolais dans la sécurisation des acteurs miniers qui sont artisanaux, il faut dire qu'une série de législations a été prise par les autorités congolaises qui obligent les exploitants miniers artisanaux, parce qu'il s'agit d'artisanat, il ne s'agit pas de personnes employées par l'industrie minière non artisanale, et donc on ne voit pas très bien où Amnesty International déniche des relations d'employeur à employé, alors qu'il s'agit d'artisanaux qui travaillent pour leur propre compte. Ils ne sont ni employés par le gouvernement et encore moins par les industriels du secteur minier. Et que pour ces exploitants artisanaux que le gouvernement protège, et au niveau des chiffres, le rapport d'Amnesty International parle de 150 000 exploitants artisanaux dans le secteur des mines, il est très loin de la réalité et on se rend compte qu'Amnesty International ne s'est pas livré à une enquête fouillée parce qu'en réalité, nous avons 2 500 000 exploitants artisanaux. Donc nous parler de 150 000, c'est démontrer qu'on n'a fait aucune recherche. Ils sont 2 500 000. Et que pour eux, nous avons élaboré des législations qui les mettent à l'abri des tracasseries des industriels. On a créé des zones exclusivement réservées à l'exploitation artisanale, dans lesquelles la législation prévoit qu'ils doivent travailler dans un périmètre minier non octroyé aux industriels et que les industriels doivent travailler dans des périmètres miniers non octroyés à l'exploitation artisanale. Deuxièmement, il est prévu dans la législation congolaise en vigueur l'interdiction de puits ne dépassant pas 30 mètres. Et donc la police, la justice sont attitrés à intervenir dès qu'un puits dans un secteur artisanal dépasse 30 mètres. Ce n'est pas persécuter les exploitants agricoles, artisanaux, c'est les protéger. Parce que quand un puits dépasse 30 mètres sans protection spéciaux avec ce que les industriels peuvent faire dans leur propre circuit, il y a justement des risques d'accident. Ils doivent également travailler en coopérative artisanale et ne pas y aller en individuel. Parce que lorsque vous avez une coopérative, vous mettez en commun la gestion des risques et des dangers, et même la gestion des droits face aux industriels et face aux agents véreux des pouvoirs publics. L'artisanat minier connaît donc de ce fait depuis 2009 une mutation dynamique, une protection plus accrue, dont on ne trouve aucune trace dans le rapport d'Amnesty International. Et la plupart des sites qui sont signalés par Amnesty International dans son rapport comme ayant été vidés d'exploitants agricoles ne l'ont pas été. Et on cite par exemple un site du village de Kawama qui est dans un périmètre minier propriété d'une société minière mais dont le déguerpissement a été suspendu suite à une démarche de coopérative artisanale que le gouvernement a écouté, mais qui est signalé par Amnesty International comme ayant fait l'objet de déguerpissement. C'est une contre-vérité. C'est le cas également du village de Luisha, qui est couvert par un périmètre minier d'une société minière, mais suite aux démarches des coopératives artisanales, aucune expulsion n'a été initiée sur ce site de Luisha, contrairement à ce que dit Amnesty International dans ce rapport. Amnesty parle également du décès d'un creuseur qui s'appellerait Isaac Mukeba Muzala, de 29 ans, qui aurait été trouvé mort en septembre 2011, et Amnesty donne deux versions de sa mort, soit qu'il serait tombé dans un puits, soit qu'il serait mort à l'hôpital des suites des coups reçus, on ne sait pas exactement.
comment ce monsieur serait mort. Amnesty ne nous le dit pas, mais apparemment ça permet d'alourdir le rapport. Et en réalité, ni les autorités locales de cette entité territoriale décentralisée, ni l'antenne locale de CESCAM, qui est la structure mise en place par le gouvernement pour encadrer les coopératives artisanales de creuseurs de mines, ne sont au courant de la mort d'un certain Isaac Moukeba Mouzala. Nous souhaiterions donc qu'Amnesty International nous éclaire là-dessus, parce que voilà un cas que les autorités congolaises ignorent complètement. La deuxième chose à dire, c'est que, comme l'a bien relevé un expert de la division des mines de la province du Katanga, on ne s'explique pas que dans ce rapport d'Amnesty International, toutes les entreprises minières qui occupent le Katanga seraient devenues aujourd'hui des saints, avec des comportements tout à fait exemplaires. Toutes, sauf les entreprises chinoises. Il n'y a que les Chinois qui sont épinglés dans ce rapport, alors que nous avons plus d'une trentaine de nationalités parmi les entreprises minières qui travaillent au Katanga. Et de toutes ces entreprises minières installées au Katanga, qui appartiennent à une trentaine de nationalités différentes, aucune d'elles, à la connaissance du gouvernement, n'offre à ses employés et clients des conditions meilleures qu'une autre. Les employeurs se plaignent des mêmes faits, le gouvernement est obligé d'intervenir souvent, la justice également, et nous sommes assez étonnés qu'on ne s'en prend qu'aux entreprises chinoises. C'est suspect, cette façon de cibler une seule nationalité parmi une trentaine, pour des problèmes pour lesquels nous sommes tous au courant et pour lesquels nous sommes en train d'agir. Rien ne peut justifier l'acharnement sur les seules entreprises chinoises. À cet égard, elles ne sont pas seules dans cette région, il n'y a aucune différence entre elles et les autres, et nous avons même, selon les rapports des autorités locales du Katanga, l'impression qu'elles font plus d'efforts que d'autres à cet égard. Et nous constatons également que cet élan de solidarité que nous saluons chez Amnesty International ne soit observé que depuis que la Chine a conclu des accords de coopération avec la RDC. Ça fait un siècle que nous avons des Occidentaux dans les mines. Ça fait un siècle qu'on coupe les mains, qu'on a coupé les mains de nos grands-parents. Jamais Amnesty International n'a exprimé sa solidarité avec les creuseurs artisanaux. Tout porte à croire que les multiples pressions exercées sur le président Joseph Kabila pour l'amener à revoir à la baisse le volume des engagements commerciaux et industriels entre la République démocratique du Congo et la Chine, ayant fait long feu, vous savez que le président a résisté à ces pressions, des groupes d'intérêt recourent maintenant à des ONG internationales connues et en pignon sur rue, comme Amnesty International, qui semble avoir malheureusement décidé de mettre sur la balance sa crédibilité sur ce qui, de plus en plus, apparaît comme une guerre commerciale. Et c'est dommage, car c'est là un cas de concurrence déloyale, une guerre commerciale donc qui n'est pas due au hasard, parce qu'elle arrive au moment où l'on vient d'annoncer, où nous venons d'annoncer avec fierté, que la République démocratique du Congo vient de redevenir le premier producteur et le premier exportateur mondial du cobalt. Il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. On veut nous remettre la tête sous l'eau, on veut nous empêcher de bénéficier de ce pactole de la production du cobalt, du cuivre et d'autres minéraux. On veut nous empêcher de commercer et donc de partager les bénéfices avec d'autres que ceux de l'hémisphère nord. Nous savons très bien que ces guerres commerciales n'ont jamais été le fait du hasard. Pour les divers, nous parlerons rapidement de ces 21 compatriotes étudiants congolais à Jalandhar, dans le Pendjab indien, qui ont été malmenés par des policiers racistes dans cette ville.
Le gouvernement a mis en branle sa machine diplomatique et nous sommes satisfaits que les étudiants aient été libérés, mais ça ne doit pas être la fin de ce chapitre. Nous avons demandé également que la justice puisse passer et que les policiers racistes de Jalandhar puissent répondre de leurs faits devant la justice de leur pays. Et nous recommandons à notre peuple que cet incident du Pendjab n'entrave en rien les bonnes relations qui doivent exister entre les Congolais et les ressortissants indiens qui vivent en République démocratique du Congo. Ces ressortissants indiens n'ont aucune responsabilité dans le comportement répréhensible de quelques policiers de la ville de Jalandhar en Inde. Nous nous félicitons également de l'ouverture d'une enquête indépendante par la Cour pénale internationale sur les accusations d'agression sexuelle par un de ses anciens employés en République démocratique du Congo sur des sujets congolais qui croyaient bénéficier de la protection de cet agent de la CPI. Le gouvernement congolais suivra de près cette affaire afin que les victimes obtiennent réparation et il salue d'ores et déjà la décision de la CPI d'appliquer dans ce cas le principe de la tolérance zéro. Il y a eu des dénonciations, un officier très haut placé a été cité, immédiatement des mesures ont été prises pour qu'il cesse ses activités au sein de l'armée et qu'il réponde devant la discipline de son corps. Donc je pense que votre question revient en fait à un constat que le gouvernement, le président ne refuse pas de prendre en compte les dénonciations qui sont faites lorsqu'elles sont objectives, parce qu'ils ont aussi des sources qui peuvent permettre de corroborer ou d'infirmer les dénonciations qui sont faites. La deuxième question de Top Congo sur les 16 jeunes Rwandais de Kigali, est-ce que les services de sécurité de la RDC les ont rencontrés? Il n'y a aucune nécessité à ce que les services de sécurité de la RDC puissent les rencontrer. Ce sont des Rwandais qui se retrouvent en Ouganda, donc forcément ce qui nous importe nous, c'est l'information que nous recevons des autorités ougandaises qui ont interrogé les jeunes gens, et le fait que les autorités ougandaises aient accepté de leur accorder l'asile indique bien qu'il a été prêté foi à leur récit, que leur récit a convaincu les autorités ougandaises, et nous en tenons compte dans l'évaluation que nous faisons de la situation. Nous constatons qu'effectivement l'hostilité, en dépit de la signature de l'accord-cadre, persiste, que l'agression, en dépit des engagements qui ont été pris à Addis Abeba et à New York, persiste, et nous tirons la sonnette d'alarme. Voilà ce que nous faisons. Il n'y a aucune nécessité que nos services aient été à Kampala pour interroger des gens. Ils n'ont ni la compétence, ni la possibilité de le faire, mais nous avons une bonne source qui nous permet d'évaluer cela. Alors vous me demandez jusqu'à quand nous allons nous plaindre des agissements de notre voisin. Mais tant que ces agissements perdurent, nous devons nous plaindre et nous devons les combattre. C'est ce que nous faisons. Et le combat commence d'abord par la dénonciation. On ne peut pas nous demander à un moment donné de nous taire dès lors que les agissements hostiles, contraires à nos intérêts nationaux, continuent. Donc si les agissements cessent, nous cesserons de nous plaindre, nous cesserons de les combattre. Si les agissements persistent, nous continuerons à les dénoncer et nous continuerons à les combattre. De toute façon, les mesures qui ont été prises par notre gouvernement commencent à payer, puisque si nous n'avions pas dénoncé, nous n'aurions pas reçu cette solidarité internationale qui nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec plus ou moins de sérénité au Kivu, avec ce déploiement de la brigade internationale de la MONUSCO, qui ne vient pas seulement pour désarmer les forces négatives, mais qui vient aussi pour sécuriser la frontière d'où nous viennent ces problèmes-là. Alors pourquoi sont-ils venus? Ils ne sont pas dotés du don d'omniscience pour savoir ce que nous ressentons. Il a fallu que la RDC exprimât son mal-être par rapport à cette agression persistante pour que le monde entier se mobilise et décide de mettre des moyens pour sécuriser cette frontière à problème. Donc, la dénonciation n'est jamais une mauvaise chose. La plainte n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle entraîne des réponses qui nous permettent de
conforter notre propre réponse à nous, de la rendre beaucoup plus efficace, parce que nous recevons l'assistance de tous ceux qui, dans le monde entier, comptent aujourd'hui et qui peuvent agir pour que cesse ce contre quoi nous nous plaignons. Il faut plutôt encourager le gouvernement à continuer à se plaindre chaque fois que les intérêts nationaux sont violés. Troisième question de la prospérité. Les membres de la nouvelle CNI sont avalisés, ils ont prêté serment, ils doivent commencer à travailler, mais la remise-reprise traîne parce que les responsables de l'ancien bureau résisteraient pour des raisons de paiement de leurs indemnités qui s'élèveraient à 16 millions. Je parle au conditionnel parce que tout cela, ce n'est que de la rumeur, de la fausse rumeur, je peux le dire, totalement faux. Il y a cette tendance-là à vouloir tout dramatiser dans notre pays. Même des journaux sérieux ont pu écrire cela. Non, ça n'a pas de sens. La remise-reprise est en préparation. Elle va avoir lieu. C'est question d'heure ou de jour. Et les indemnités de nos amis qui sortent ne s'élèvent même pas à 3 millions. D'où viennent les 16 millions? Les indemnités, c'est connu. C'est le budget de l'État. Ça n'est même pas 3 millions. Alors d'où viennent les 16 millions? C'est des racontards, des histoires simplement pour jeter de la confusion, créer une sorte de malaise dans l'opinion. Je n'ai jamais vu un pays où des gens s'amusent à faire peur à leurs compatriotes. 16 millions, mais comment? Ça viendrait d'où? Donc c'est complètement faux. Ce sont des fausses rumeurs. Il n'y a pas de chantage aux indemnités. Il n'y a pas d'indemnité qui aille jusqu'à 16 millions de dollars. C'est complètement faux. Donc la remise-reprise, elle va avoir lieu. C'est un problème factuel, c'est quelque chose qui se prépare. Même nous, lorsque nous venons au gouvernement, souvent, ça prend un peu de temps que l'ancienne équipe se prépare à passer la main, a fortiori une administration aussi lourde que la CENI. Il faut quand même se préparer sérieusement. C'est ce qu'ils sont en train de terminer maintenant. Il faut que l'opinion ait ses apaisements. Les choses vont aller conformément à la loi. Il n'y a rien de tel en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante. Quant à la question de Mirador, sur le débat qu'il a lui-même qualifié de rampant concernant la révision constitutionnelle, heureusement qu'il a parlé d'un débat rampant. Ce n'est pas un débat qui a un caractère officiel. Je sais qu'un professeur d'université a publié un ouvrage assez remarquable sur l'opportunité ou non de réviser les dispositions de la Constitution. C'est le recteur de l'université de Kinshasa qui a même verni l'ouvrage. Il y a eu un débat fort intéressant de ses collègues universitaires, d'autres personnes qui s'intéressent à ces questions, qui sont des questions théoriques, qui ne peuvent pas être interdites. Un pays démocratique ne peut pas interdire à des scientifiques de poser des questions et d'obtenir des réponses. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, porte-parole du gouvernement, je devrais répondre à un débat qui se déroule entre académiciens. Je ne suis ni le porte-parole de la faculté, ni le porte-parole de l'université, donc c'est un débat qui n'a jamais eu lieu dans l'institution à laquelle j'appartiens. Vous comprenez bien que je n'ai rien à dire là-dessus, puisque ici, j'engage le gouvernement et que le gouvernement n'est pas du tout impliqué dans ce débat, mais qui est intéressant pour les intellectuels. Il faut réfléchir à tout ce qui peut arriver ou à tout ce qui arrive à une société. Donc les gens sont libres de réagir, mais le gouvernement ne régit pas ce domaine-là, le domaine de la pensée. Vous savez, la pensée, elle est libre, hein, elle vole, elle fait tous les tours du monde imaginables. On ne va pas s'imposer pour dire arrêtez votre pensée à ce niveau, n'allez pas plus loin. Ça serait la répression d'une liberté de pensée que nous tous, nous estimons devoir garantir. Et je vous remercie pour votre aimable attention.